Bienvenue à tous. Madame, Monsieur, 30 minutes suffiront pour aborder la question autochtone. Pourquoi nous en parlons aujourd'hui? Parce que cette année, ils ont innové. Caravane motorisée, pas de danse pour faire entendre leur voix, qui consiste à la promotion et protection des droits de peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo. On en parle avec un chevronné de la question, Patrick Kipalou, juste après ce portrait. Licencié de son état en sciences environnementales et gestion de ressources naturelles édition 2003 à l'université de Kinshasa, Patrick Kipalou Congo est également détenteur d'un master en politique internationale de l'environnement à American University Washington édition 2010. Il a occupé différents postes aussi bien au niveau national qu'international. De 2008 à 2010, il a été consultant chez Environment Defense Fund, puis assistant de recherche à World Resource Institute de 2009 à 2010 à Washington. Digne d'un défenseur aguerri de l'environnement, Patrick Kipalou a aussi travaillé comme chargé de campagne sur le changement climatique pour le continent africain pour le compte de Bank Information Center en collaboration avec la Banque mondiale de 2010 à 2012. De cette date à nos jours, il assume la fonction de directeur national de l'ONG Forest People Programme FPP RDC. Des résultats éloquents de sa passion d'enfance qui a toujours consisté à vivre et travailler pour la conservation de la nature. Une façon pour cet expert d'apporter son expertise pour la justice environnementale, un exercice qui l'emmène dans le domaine de plaidoyer pour les défenses de groupes vulnérables, notamment les peuples autochtones pygmées. Et pour plus de tonus, une publication signée par ce diplômé d'État de l'Institut Yolo Sud en biochimie depuis 1993 a porté une attention particulière à ce peuple d'où l'intitulé « Les peuples autochtones et les processus RED ». Avec plus de 13 ans d'expérience, Patrick Kipalou a piloté les travaux d'inventaire des espèces animales et végétales du parc marin de mangrove à Mwanda. Et de ses participations aux discussions internationales, l'on retient celle de la réunion du comité de participants du Fonds de partenariat du carbone forestier de la RED Exchange à la mission conjointe pour le lancement du programme d'investissement pour la forêt et les lancements de la coalition de la société civile africaine pour la Banque africaine de développement en Tunisie. Monsieur Patrick Kipalou, bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau Écran Vert. Merci, bonjour madame et merci pour votre invitation, merci de m'avoir sur votre plateau. Une première invitation et première réception, si on peut le dire ainsi. Alors, vous êtes directeur national de l'ONG Forest People's Programme en République démocratique du Congo. Alors, cette ONG, qu'est-ce qu'elle fait? Depuis quand elle est en RDC? Sur quoi elle travaille? Merci pour votre question, madame. Forest People's Programme est une organisation non gouvernementale des droits britanniques qui est spécialisée dans le travail dans le domaine de la protection et de la défense des droits des communautés forestières. Nous nous intéressons beaucoup à assister les communautés forestières, les communautés locales et les peuples autochtones et les communautés tribales dans différentes régions du monde pour la promotion et la sécurisation de leurs droits. Forest People's Programme, en sigle FPP, travaille en Amérique latine dans 11 pays. Nous sommes aussi présents en Asie du Sud-Ouest et aussi en Afrique dans 12 pays, y compris la République démocratique du Congo. Et nous sommes présents dans la République démocratique du Congo depuis environ 10 ans maintenant. Nous avons travaillé avec beaucoup d'organisations de la société civile, surtout à l'est du pays, dans le sud Kivu et au nord Kivu. Mais maintenant, nous avons lancé un grand projet qui assiste les communautés à partager l'information sur la question du changement climatique et du processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, les processus RED en RDC. Et à travers ces projets, nous travaillons dans 6 provinces
avec 4 ONG de droit congolais. Donc tous les financements que nous avons pour ces projets passent à travers ces ONG congolaises qui travaillent dans 6 provinces avec 300 villages, 300 communautés. C'est un projet assez énorme et qui a beaucoup de résultats. Alors vous n'êtes pas les seuls à vous intéresser à cette question. C'est quoi votre démarcation par rapport aux autres? Notre démarcation par rapport aux autres, c'est que nous mettons beaucoup plus l'accent sur la question de droits, mais de droits des communautés vulnérables, des communautés autochtones. Nous voulons faire en sorte que nous ne parlons pas pour les autochtones ou pour les communautés forestières, mais plutôt nous leur amenons l'expertise et les moyens que nous avons disponibles pour leur rendre capables de parler pour eux-mêmes, de faire pour eux-mêmes. Vous n'êtes pas autochtone? Je ne suis pas autochtone. Mais alors, pourquoi ne pas faire en sorte que cette population soit représentée elle-même aux différentes instances de prise de décision? C'est exactement le travail que nous sommes en train de faire. Construire et aider à renforcer leurs capacités et leur amener les moyens dont ils ont besoin, selon nos limites, à pouvoir leur donner la possibilité de parler pour eux-mêmes. C'est ce que nous faisons. J'ai annoncé qu'on parlait de la célébration de la journée mondiale, l'heure dédiée. En République démocratique du Congo, cette célébration a été fêtée avec une nouveauté sans précédent. On a vu qu'il y avait une caravane motorisée qui a sillonné différentes artères de la capitale. Il y avait un concert livré sur le terrain triomphal avec Ouéranson. Il y avait des pas de danse, des chants et tout ça. Mais pourquoi cette façon de faire les choses autrement, contrairement aux années précédentes? Merci, parce que c'était comme ça, parce que nous voulons sensibiliser l'opinion nationale sur la question des peuples autochtones, mais aussi essayer d'attirer beaucoup plus l'attention des gouvernants, des preneurs de décisions, de l'autorité nationale sur la question de la situation particulière que vivent les peuples autochtones Pygmées dans d'autres pays. Ça fait plus ou moins 2 ans maintenant que les peuples autochtones, avec les organisations de la société civile qu'ils accompagnent, et aussi les collectifs des parlementaires sur la question des peuples autochtones, tous ces groupes ont commencé à travailler sur la mise en place d'une proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs aux droits des peuples autochtones. Nous avons travaillé avec beaucoup d'organisations et avec beaucoup de communautés autochtones à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo, dans toutes les provinces du pays, pour essayer de collecter leurs opinions, leurs avis, qu'est-ce qu'ils pensent pour ce qui doit être une loi spécifique aux peuples autochtones. Et cette loi est maintenant, la proposition est prête. Qu'est-ce qu'ils disent d'abord eux-mêmes? Qu'est-ce qu'ils pensent? Les peuples autochtones veulent le respect de leur dignité, mais aussi de leurs valeurs humaines. Ils veulent être considérés et ils veulent vivre comme tout autre Congolais. Ils veulent avoir accès aux services de base comme tout autre Congolais et ils veulent participer à la vie de la nation comme tout autre citoyen congolais. C'est ça. Donc, et tous ces éléments sont représentés dans la proposition de la loi qui a été mise en place après toutes ces années de consultation et de travail d'ensemble. Et cette proposition a déjà été déposée à la table de l'Assemblée nationale à la date du 30 juillet 2014. Nous pensons que notre Assemblée nationale va tabler sur cette question et nous espérons que les 2 chambres du Parlement pourront adopter cette loi et qu'elle sera promulguée par le chef de l'État, son Excellence, M. Joseph. La promulgation de cette loi suffit pour que l'autochtone s'épanouisse? Seule l'adoption et la promulgation de la loi ne suffit pas. Après l'adoption et la promulgation de la loi, il devra suivre la mise en place des décrets d'application. Mais aussi, après ça, il faudra que la loi soit appliquée sur le terrain. Donc, il y a beaucoup plus de travail à faire après. Mais pour le moment, il faudra commencer là où il faudra commencer. C'est-à-dire, nous avons besoin que la loi soit d'abord là. Lorsqu'elle est là, nous parlerons de la mise en application. Mais déjà au Congo-Brazzaville, il a été adopté, il a été promulgué. Il y a la mise en application qui continue toujours à poser problème. Vous vous êtes inspiré de l'expérience brazzavilloise. Alors, quels sont les mécanismes que vous essayez de mettre en place pour essayer de contourner
cette situation? Exactement. En République démocratique du Congo, nous sommes dans une situation qui est totalement différente de la République du Congo en face, du Congo-Brazzaville. Ici, il y a cette forte volonté politique de notre gouvernement en place de pouvoir améliorer les conditions de vie de tout le peuple congolais, mais aussi essayer d'associer toutes les couches de la population congolaise à la gestion de la nation, à pouvoir améliorer le respect de droits de toutes les couches de la population. Nous pensons que ça, c'est un élément important que nous allons utiliser pour essayer de mettre ensemble toutes les synergies possibles, essayer de mettre toutes les batteries nécessaires en marche qui vont contribuer à ce que cette loi qui sera votée et promulguée, que cette loi-là soit mise en œuvre, qu'elle ne reste pas dans les tiroirs. Est-ce que l'autochtone aussi lui-même ne constitue pas un obstacle? Très bonne question, parce que pendant que je suis en train de vous parler, beaucoup de peuples autochtones ont contribué. Les peuples autochtones eux-mêmes, dans tous les villages à travers les pays, dans tous les campements de peuples autochtones à travers toutes les provinces du pays, ont contribué à la mise en place de cette loi. Donc ils comprennent l'importance de la loi, ils comprennent et ils ont besoin de sortir de la situation de marginalisation et de la discrimination dans laquelle ils vivent pour le moment, et ils veulent voir la chose marcher. Donc ils sont en train de faire de tout nécessaire pour essayer de changer leurs habitudes, de changer leur comportement, de s'éduquer aussi et de pouvoir s'associer comme cela est nécessaire à la vie nationale du pays. Mais est-ce qu'ils comprennent aussi que c'est un processus, ça prend du temps? Exactement, et parce qu'ils sont dans les processus, donc ils comprennent. Nous avons commencé avec la récolte des opinions et des avis de tout le monde, et maintenant la proposition a été écrite, mise en forme et tout ça. Les autochtones ont participé dans toutes les réunions de consultation en province et aussi à Kinshasa, et maintenant ils ont participé aussi au dépôt de la proposition à l'Assemblée nationale. Donc ils sont en train de suivre tous les processus, donc ils sont au courant de tout ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe au nord Katanga? Il y a beaucoup de problèmes dans la province du Katanga, au nord, des problèmes liés à la sécurité, c'est vrai, et particulièrement sur la question des peuples autochtones. Il y a eu des tueries, il y a eu des combats entre les peuples autochtones et certaines communautés. Bantou, oui, particulièrement dans les territoires des Kabalo, dans les territoires des Manono, mais aussi dans les territoires des Nyunzu. Nous sommes dans les districts de Tanganyika, oui, et beaucoup de ces conflits jusqu'à maintenant, selon les informations que nous avons, sont liés aux problèmes, aux conflits fonciers, aux problèmes de contrôle des terres, de contrôle des ressources naturelles. Et à la minute où je vous parle, il y a une mission avec quelques leaders autochtones, mais aussi les ministres de l'Intérieur et des responsables de l'armée qui sont descendus sur le terrain pour essayer de faire des investigations et comprendre exactement qu'est-ce qui se passe et quelles sont les mesures appropriées à prendre pour essayer de ramener la paix dans cette partie du territoire, surtout avec nos peuples autochtones qui sont dans la zone et les communautés bantoues avec qui ils vivent. Alors, des conflits fonciers, certes. Il y a le président de la République, lors de son discours d'investiture, qui a signifié au peuple congolais que la terre était là pour nous unir et non pour nous diviser. Il était là pour nous enrichir et non pour nous appauvrir. Et aujourd'hui, cette question foncière persiste. Vous vous attelez à la proposition de la loi et autres, mais quels sont les mécanismes ou soit des tonus que vous apportez aussi à cette question pour essayer de mettre fin à ces genres de choses, à ces genres de situations qui ne font pas avancer les choses? Merci beaucoup. Nous ne sommes qu'une organisation de la société civile. Et c'est le gouvernement qui a en charge toutes ces questions, la question de la gestion surtout de la nation tout entière. Et le gouvernement est aussi conscient que la loi actuelle que nous avons, la loi foncière de la République démocratique du Congo, est une loi qui est un peu dépassée. C'est une loi vieille et c'est la raison pour laquelle ils ont entamé des réformes. Raison pour laquelle le gouvernement a lancé ce processus de la réforme foncière pour essayer de réformer la loi pour que la loi puisse être adaptée à la condition actuelle de notre pays. Et nous pensons qu'avec cette réforme, nous essayons de notre mieux de pouvoir
l'influencer autant que l'on peut pour qu'à la fin du processus, nous puissions avoir une nouvelle loi foncière qui résout les conflits en place aujourd'hui, mais aussi qui puisse prévenir les conflits qui pourront venir dans le jour qui arrive. Alors, par rapport à la situation du Nord Katanga, l'on a noté aussi l'insubordination de la part des peuples autochtones pygmées. Aujourd'hui, vous vous attelez à la promotion et protection de leurs droits. Et là-bas, il y a encore, comment dirais-je, ces situations-là. Donc, c'est-à-dire, vous avez le maître et l'esclave qui continuent encore à persister. Comment vous comparez les deux? Exactement. Ça, c'est justement à cause de la discrimination à laquelle est victime les communautés autochtones à travers les pays. Et nous pensons qu'avec la promulgation de la loi spécifique aux peuples autochtones, toutes ces pratiques seront abolies et que les peuples autochtones seront respectés, auront droit à la dignité et à la valeur humaine comme tout autre citoyen de la nation. Nous pensons que ça va contribuer à cet objectif-là, mais aussi l'éducation de toute la population congolaise est importante pour essayer de changer nos habitudes. Ne pensez-vous pas que c'est parce qu'eux-mêmes se placent d'abord dans ce contexte-là, donc ils s'acceptent comme ça? Et aujourd'hui, ils les revendiquent au fait de façon brutale, et ce qui fait à ce que nous puissions nous retrouver dans des situations telles que des massacres, des tueries et autres? Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez revendication brutale, parce que je n'ai pas vu les autochtones prendre des armes ou aller se battre contre. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de s'épanouir, être considérés comme tout citoyen normal congolais. Ça, c'est normal. Les autochtones ont besoin de s'épanouir, ils ont besoin de développement, ils ont besoin d'avoir accès aux services de base, ils ont besoin d'aller à l'hôpital. Ce qui ne leur est pas interdit. Ce qui ne leur est pas interdit, mais dans le milieu où les autochtones vivent, ces services-là, dans la plupart des cas, ne sont pas disponibles. Et lorsqu'ils se déplacent des kilomètres et des kilomètres pour aller là où les Bantous ont accès à l'école, où les Bantous ont accès aux soins médicaux, où les Bantous ont accès à la justice, les peuples autochtones souffrent d'un traitement discriminatoire. Donc la responsabilité n'est pas seulement aux peuples autochtones, mais surtout aux Bantous qui vivent à côté des peuples autochtones. Il y a un problème d'éducation et de sensibilisation, un travail d'éducation et de sensibilisation qui doit être fait et pour les autochtones et pour les Bantous qui vivent avec les autochtones pour que ces comportements changent. Mais tout cela doit avoir un cadre juridique. Tout cela doit être accompagné avec un cadre juridique qui respecte et qui garantit, qui sécurise le droit de tous citoyens congolais. Et c'est dans cette démarche que nous nous sommes mis pour travailler sur la question de la loi spécifique aux droits des peuples autochtones. Est-ce que ces Bantous-là seront réceptifs? Oui. Les Bantous seront réceptifs et les Bantous sont réceptifs. Pourquoi? Parce que nous travaillons dans beaucoup de coins de la République où la cohabitation entre les peuples autochtones et les Bantous sont déjà visibles. Donc visible, c'est-à-dire qu'ils vont accepter, hier ils envoyaient tel monsieur, c'est pas moi, aller lui chercher quelque chose et demain du coup on lui dit non, désormais écoutez, c'est un citoyen comme toi, donc vous êtes tous égaux devant la loi, vous devez avoir vos limites et tout ça, vous les voyez accepter tout de suite? Exactement, exactement. Je pense qu'il y a un problème d'information, c'est ce que nous sommes en train de faire, des campagnes de sensibilisation qui sont en train d'avoir lieu pour essayer de faire comprendre à toutes les communautés de la République que les peuples autochtones sont des citoyens congolais comme tout autre citoyen et ils ont les mêmes droits que toutes les autres couches de la population et ils ont droit au respect, à la dignité et à leurs valeurs humaines. Et pourquoi c'est cette année, donc l'année 2014, vous avez choisi la caravane motorisée pour faire passer votre message? Y avait-il pas une autre stratégie, autre astuce qui pouvait vous servir de faire passer votre message? Très bonne question. Nous avons choisi cette année parce que nous avons fini à travailler sur la proposition de la loi. La loi a été déposée à l'Assemblée nationale pour discussion et adoption. Alors nous avons choisi la date du 9 août, qui est la date de la célébration des peuples autochtones, instituée par les Nations Unies. Nous avons choisi cette date pour essayer de véhiculer les messages à travers la nation qu'il y a une loi qui portant principes fondamentaux relatifs aux droits des peuples autochtones qui a été déposé à la table de l'Assemblée nationale et que nous avons besoin du soutien de toutes les synergies possibles. Nous avons besoin du soutien de toute l'opinion nationale pour l'adoption de cette loi. Nous avons voulu attirer l'attention de la communauté congolaise sur les respects de la dignité, de la valeur humaine des peuples autochtones et nous avons pensé qu'en organisant
une caravane traversant la ville de Kinshasa, les gens, la population de Kinshasa voudra demander qu'est-ce qui se passe, et on aura l'occasion de leur dire que nous sommes en train de marcher en faveur des droits des peuples autochtones. C'est qui les peuples autochtones? Alors on leur dira, c'est votre frère, et c'est vos frères, et où vivent-ils? On leur fera comprendre. Et de quoi, quels sont leurs problèmes? On pourra passer l'information. Et nous avons fait cette caravane avec l'accompagnement de vous. Beaucoup des hommes et des femmes des médias, d'organisations des médias qui nous ont accompagnés pour essayer de véhiculer les messages. Et à travers ça, nous avons attiré l'attention des autorités du pays pour voir un peu de plus près la question des peuples autochtones. Résultat de ça, juste après la caravane, le gouvernement a pris la décision de pouvoir envoyer les ministres de l'Environnement avec d'autres autorités pour descendre sur le terrain au Katanga pour aller voir qu'est-ce qui se passe avec les autochtones dans cette province. Donc pour nous, nous voulons dire merci au gouvernement pour cette sensibilité. Nous voulons dire que le message est passé. Nous pouvons seulement espérer que la proposition de la loi sera adoptée par les deux chambres de l'Assemblée et que le président de la République va la signer et promulguer cela en loi, et que tous les autres acteurs vont travailler en synergie ensemble pour le développement des décrets de mise en application, et que la loi sera appliquée sur le terrain avec toutes les initiatives qui suivront après pour essayer d'appuyer la mise en œuvre et améliorer les conditions de vie de nos frères autochtones à travers tous les pays. Le souhait le plus ardent. Alors, une autre question. Weranson, c'était une célébration des peuples autochtones pygmées sur le plan mondial. Mais pourquoi ne pas mettre en exergue, si pas mettre en valeur leur expertise, c'est-à-dire le folklore avec des instruments musicaux originaux plutôt que recourir encore à Weranson par exemple? Merci pour votre question. Nous avons commencé la caravane depuis la place commerciale à Limete, et nous avons traversé la ville jusqu'à passer par les bâtiments de l'Assemblée nationale jusqu'au terrain triomphal en face du stade. Nous avons fait tout ce tour-là, et pendant le tour, il y a des groupes de peuples autochtones qui ont agrémenté la marche avec les instruments des peuples autochtones, et ils ont même joué au terrain de triomphal. Mais nous avons voulu associer le musicien du Congo, Weranson. Pourquoi? Parce que c'est une grande star du pays qui est aimée beaucoup par la population congolaise, et nous nous sommes dit que si nous invitons une grande star comme Weranson, beaucoup de gens viendront, et quand ils viendront, on aura eu l'occasion de pouvoir leur parler des questions de peuples autochtones, des questions de droits, des questions liées à la situation des autochtones au pays. Donc c'était un peu ça la stratégie derrière l'invitation que nous avons adressée à notre frère Weranson pour venir agrémenter cette soirée. Alors parlons de cette question autochtone aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des urgences? Beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites aujourd'hui, maintenant, qui sont urgentes pour l'amélioration des situations de vie des peuples autochtones. Nous devons dire que ça, c'est une population qui vit vraiment à cause de la discrimination. Leur situation de vie, leur condition de vie dans les pays est caractérisée par cette discrimination, par cette stigmatisation et diverses formes contemporaines d'esclavagisme qui sont à la base de la marginalisation politique, économique, sociale et culturelle que ces peuples est victime. Et aujourd'hui, quand vous sillonnez les pays dans toutes les provinces, moi qui vous parle ici, je voyage beaucoup à travers les pays, dans les coins les plus reculés où vivent ces communautés, ils n'ont pas accès aux services de base. Les enfants des autochtones, il y en a très rarement qui vont à l'école, et ceux qui vont à l'école sont parfois souffrent de la discrimination par les enfants des Bantous dans les écoles où ils sont, et parfois ils n'ont pas de moyens pour se payer les frais d'études. Lorsqu'ils sont malades, c'est seulement difficilement qu'ils peuvent avoir accès à l'hôpital. D'abord, l'hôpital le plus proche est à des kilomètres, et en plus de ça, il faut ajouter qu'ils n'ont pas d'argent pour payer à l'hôpital parfois. Et lorsque les autochtones parfois vont au marché pour vendre, c'est seulement difficilement qu'ils peuvent attraper des clients. Donc toutes ces
toutes ces situations, toutes ces choses doivent changer par l'éducation des masses. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. La proposition de la loi que nous avons déposée sur la table de l'Assemblée, c'est dès qu'elle est signée, promulguée en loi, cela va donner un cadre juridique pour d'autres activités, d'autres initiatives qui suivront dans le sens de pouvoir promouvoir la question de droit, mais aussi de l'amélioration des conditions de vie de tous les peuples autochtones à travers la RDC. Un processus, un parcours d'Hercule, mais cela pourra prendre plus ou moins combien de temps pour que la situation s'améliore? Vous savez que le développement ne se passe pas en une nuit. C'est un processus, ça prend le temps que ça prend. Mais nous sommes confiants qu'avec le gouvernement qui est en train de diriger les pays maintenant, qui a placé le cap vers l'émergence, avec la politique du président de la République sur la révolution de la modernité, qui veut améliorer la condition sociale de la population congolaise, nous pensons qu'il y a et qu'il y aura des activités, des initiatives à court, à moyen et à long terme qui vont toucher la vie de toutes les populations autochtones partout où elles se trouvent à travers la République. Ça, ce sont des programmes du gouvernement, mais entre-temps, des petites initiatives, des organisations, la société civile ou des entreprises privées n'attendent pas et se mettent en place une après une autre à travers différents villages sur l'étendue du pays. Et dans ces cas, je vous parlerai par exemple d'un des projets que FPP est en train de mettre en œuvre maintenant dans 6 provinces. L'objectif du projet est de pouvoir apporter de l'information aux communautés forestières qui seront affectées par les initiatives RAID à travers le pays. Et nous avons voulu, à travers notre projet, de mettre un accent particulier sur l'engagement des peuples autochtones et des femmes. Ok, pourquoi? Parce que nous pensons que les peuples autochtones et les femmes sont les catégories des acteurs les plus vulnérables dans ces processus-là. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'information, ils ont besoin de protection et de promotion de leurs droits. Ils ont besoin des moyens de participation, mais aussi des tunnels d'engagement effectifs pour essayer d'influencer la prise de décision sur les processus RAID. Alors, dans ces cadres-là, nous mettons aussi en œuvre des projets de développement, des petits projets de développement à travers les pays, des petits projets qui sont basés sur les consentements libres, préalables et informés des communautés. C'est-à-dire quoi? Nous avons un peu de moyens pour appuyer les activités de développement, mais nous ne partons pas leur dire, écoutez, nous avons de l'argent, on va construire une école pour vous. Non, nous venons, nous discutons avec les communautés et ils nous disent leurs besoins et elles nous disent ce qu'elles veulent. Avec les moyens disponibles par le projet, nous appuyons les activités prioritaires pour ces communautés-là. Donc les activités qui sont appuyées sont déterminées par les communautés elles-mêmes et sont gérées quotidiennement par les communautés avec les organisations qui les accompagnent. Et comme ça, nous avons appuyé déjà beaucoup d'activités. On a appuyé les activités agricoles dans toutes les provinces où nous sommes. Nous avons appuyé les activités de réparation des petites routes, mais aussi des petits ponts en bois pour améliorer la circulation de biens et de personnes. Mais aussi, nous avons dans certains villages installé, par exemple, des machines décortiqueuses pour permettre aux communautés de pouvoir décortiquer leur riz. Tu vois, dans les communautés où ils font beaucoup de production de riz, mais ne peuvent pas bien vendre au marché parce qu'ils pilent leur riz à la main. Exactement. Résultat, les riz sont brisés et ne peuvent pas être vendus à bon prix au marché. Alors nous mettons à leur disposition des machines, à leur demande, qui les aident à décortiquer leur riz un peu plus rapidement, en grande quantité et en bonne qualité, ce qui fait que ils peuvent les vendre à bon prix au marché. Il y a des communautés autochtones spécifiquement, par exemple, qui sont très loin dans la forêt et qui n'ont pas accès au marché. Alors pour des communautés comme ça qui nous ont demandé par exemple des pirogues avec des moteurs, des pirogues motorisées, à travers les projets, nous avons pu mettre ça à leur disposition, qui
des pirogues motorisées qui les aident. Il y a aussi un besoin d'accompagnement parce que vous ne donnez pas seulement comme ça sans qu'il y ait encadrement par rapport à l'utilisation Exactement. adéquate. Dans chaque communauté, dans chaque village, avant de pouvoir appuyer une action, nous aidons les communautés à s'structurer. Il y a des structures qui sont mises au niveau communautaire, des structures simples, pas très compliquées, pas des machines lourdes à gérer. D'ailleurs, c'est constitué de communautés elles-mêmes et c'est géré par eux. Et c'est à travers ces petites communautés, ces petits comités au niveau des villages que ces projets sont gérés et mis en œuvre et surveillés quotidiennement. Monsieur Patrick Kipalou, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Y a-t-il un aspect des choses que nous n'avons pas abordé? Ce que je voulais dire, c'est que je voulais seulement dire merci aux efforts du gouvernement pour essayer d'améliorer la condition des communautés forestières. Nous avons une des grandes forêts au monde, la forêt du bassin du Congo est la deuxième forêt tropicale plus grande au monde, après la forêt de l'Amazonie. Et 60% des forêts du bassin du Congo se trouvent dans notre pays, la RDC. Et nous pensons que les communautés autochtones et locales qui ont contribué à préserver cette forêt-là doivent avoir accès aux bénéfices de ces forêts. Et nous encourageons notre gouvernement à continuer à travailler dans ce sens-là, afin que les communautés puissent bénéficier des forêts qu'elles ont gardées depuis des années et que par ce travail, que le gouvernement puisse assurer la promotion et la sécurisation des droits des communautés sur leurs forêts. Nous saluons le gouvernement pour la signature par le Premier ministre du décret sur la forêt des communautés locales. Nous pensons que ça, c'est une expression vraiment très forte de la volonté du gouvernement de pouvoir associer les communautés à la gestion de la chose publique. Ça a été un plaisir pour nous d'échanger avec vous. Merci beaucoup, madame. Madame, Monsieur, c'est la fin de votre émission Écran Vert. Encore une fois, c'est la question autochtone qui a constitué le menu principal de ce magazine consacré à l'environnement. Ça n'est fini pour aujourd'hui et à très bientôt. Téléchargez l'application pour tablette et smartphone et restez connecté partout dans le monde sur B1 FM. Les arbres sont des pions essentiels de la chaîne de la vie. Et n'oubliez pas les cycles de l'eau. La nature est la force du pays, la bonne gestion de l'environnement fait la force du pays. L'environnement, c'est notre vie. Je me tiens debout en criant pour vous transmettre ce message. Et je vous prie d'attirer votre attention. Pourquoi donnons-nous la valeur aux choses artificielles, qu'aux choses naturelles? Car la nature est l'œuvre de Dieu. Gérons la nature tout en pensant la vie. Elle regorge une richesse indispensable à notre vie. Où êtes-vous les géographes? Où êtes-vous les hommes du savoir? Nous vous demandons de faire voir aux profanes de la nature son impact dans la vie humaine. Respectons la nature, car Dieu nous a choisis comme gestionnaires. L'environnement c'est notre vie. L'environnement c'est la vie.
L'environnement c'est notre vie. L'environnement c'est la vie. L'environnement c'est notre vie. L'environnement c'est la vie. L'environnement c'est notre vie. L'environnement c'est la vie. Toute créature est utile à l'homme. Ne coupons pas les arbres inutilement. Les plantes